Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 118e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien content d'être avec vous ce matin pour répondre à 5 questions que j'ai reçues des personnes auditrices. Première question vient de Guy. Donc Guy m'écrit « Bon matin, j'ai 50 ans, je suis camionneur et je suis rendu à l'épisode 15 du podcast. Vous parlez souvent d'intérêt composé, de rendement composé, mais je ne vois pas le lien avec un FNB indiciel. » Donc ma réponse à Guy, c'était « Salut Guy, merci pour ta question short and sweet. » Les intérêts composés ou les rendements composés sont pertinents pour tous les types d'investissements, pas juste les FNB indiciels. Par exemple, si tu déposes 15 000 $, donc il y avait 15 000 $ à investir dans son REER, c'est dans un autre message, il me dit, j'ai dit en fait, si tu déposes ton 15 000 $ cette année puis que tu fais 5 % de rendement. L'an prochain, en février, tu n'as plus 15 000 $ dans ton compte, mais bien 15 750 $. Donc, tu as eu un gain de 750 $ qui est le 5 % de rendement. Si l'an prochain, dans ton FNB indiciel, tu refais un 5 %, ben, tu ne feras pas juste 750 $ de gain, mais bien 787,50 $ de gain. Donc, 5 % de 15 750. Donc, au fur et à mesure que les années passent, ton argent travaille seul et te fait gagner de plus en plus d'argent. L'avantage des FNB indiciels, c'est juste qu'ils te permettent d'investir sur les marchés sans te casser la tête et de profiter en plus des rendements composés sans frais de gestion ou presque. Donc, les FNB indiciels donnent accès de façon simple et peu coûteuse à la magie des rendements composés, mais cette magie-là, c'est la même que dans des fonds communs de placement ou des actions individuelles. Elle devient juste plus accessible pour le commun des mortels comme nous. Donc, bon succès dans tes investissements, Guy. Question numéro 2 provient de Sébastien. Sébastien m'écrit « Bonjour, premièrement, merci beaucoup pour ton podcast. J'ai commencé à m'intéresser à la bourse seulement l'année dernière et tu m'as tellement appris. Ça fait plaisir, Sébastien. J'avais 2 petites questions concernant mes placements. N'étant pas au Québec depuis longtemps, mes comptes REER et CELI sont déjà pleins. Il me reste donc de l'argent sur mon compte épargne classique dont les intérêts sont fiscalement imposables. J'avais entendu que le FNB HGRO était intéressant pour un compte non enregistré parce que les dividendes étaient directement réinvestis. Mais je viens de voir qu'il avait changé de nom. Il s'appelait maintenant HEQT, en fait, ça a changé de nom, là, mais c'était pas HGRO, c'était pas l'équivalent d'HEQT. Bref, il dit qu'il donnait désormais des dividendes. D'où sa question, dans quel FNB idéalement mondial penses-tu qu'il serait intéressant de mettre de l'argent dans un compte non enregistré? Deuxième question, j'ai 30 ans, donc comme tu le mentionnes, je pense aller principalement vers des FNB d'actions 100% actions, mais étant donné que les taux d'intérêt devraient possiblement baisser, donc il m'a écrit il y a un petit bout de temps, là, Sébastien, penses-tu que je pourrais avoir de meilleurs rendements avec des FNB d'obligations? J'ai vu que le prix des FNB d'obligations était vraiment bas actuellement. Merci encore pour tout. Passe une belle journée. Donc, voici ma réponse à Sébastien. Salut Sébastien, merci pour tes bons mots. Je suis content de voir que mon podcast influence un peu les gens. Pour ta première question, j'ai malheureusement pas de réponse. Les FNB Horizon étaient justement plus intéressants pour les comptes non enregistrés, mais les règles ont changé, donc ça revient au même maintenant que tous les autres de ce que je comprends. Puisque je ne suis pas rendu là encore dans mes comptes non enregistrés, je n'ai pas encore trop fouillé là-dessus. Voici 3 options pour moi en ce moment dans ma tête quand je vais être rendu là. 1. Investir dans un FNB et accepter de payer les impôts sur les gains. 2. Investir dans des prêts privés. Donc, je fais à peu près 15 % de rendement là, sur la plateforme d'investissement privé que j'utilise depuis 2 ans. Ça compense pour les impôts ou dans d'autres placements alternatifs là, comme l'immobilier. 3. Écoutez l'épisode 68 pour voir si c'est un épisode, en fait un produit qui lui convient, soit l'assurance vie permanente, participative, donc avec le Bank on Yourself, ce que je fais pour ma fille maintenant, voir si ça peut être une option. Sinon, allez voir l'épisode 116 où je partais du blog de Retraite 101 et je présentais 15 autres façons d'investir hors CELI REER. Peut-être que c'est pertinent pour toi. Pour sa deuxième question, ça ressemble à du market timing. Donc, tu n'as pas bien écouté mes autres épisodes. C'est une petite blague que je faisais. Et une fois la stratégie identifiée, il faut la respecter, peu importe le bruit qui entoure le marché boursier. Donc, si tu crois que sur 30 ans, tu peux tolérer 100% d'actions pour profiter des rendements, pourquoi à court terme changer ta stratégie si l'horizon est sur 30 ans en pensant que les obligations vont bien faire? Donc, peut-être que des fois, tu vas avoir raison, mais les statistiques montrent que la plupart du temps, les gens qui essaient de timer le marché
se plantent et ont des rendements plus bas que la moyenne du marché. Donc, pourquoi essayer à court terme d'aller vers les obligations si tu penses que sur 30 ans, tu es capable de tolérer 100% action? Donc voilà, n'hésite pas, Sébastien, si ce n'était pas clair, et bonne journée à toi aussi. Troisième question provient de Yves, qui est mon cousin. Donc, Yves m'avait écrit qu'il avait un régime de retraite collectif et que son profil d'investisseur à lui était 80-20. Il dit que puisque son régime de retraite collectif est à prestation déterminée, donc il est sûr de toucher un pourcentage de son salaire actuel, exemple 70%, il dit qu'il considère ça dans son profil comme son 20% sécuritaire. Il dit qu'il devrait donc, et c'est une question, investir 100% actions hors de son régime de retraite collectif pour aller chercher le 80% plus risqué de son profil. Donc, sa logique, c'est qu'il y a un profil 80-20, mais son 20% est déjà comblé par son régime de retraite collectif, son 20% sécuritaire. Donc, il se demande est-ce qu'il devrait investir 100% en actions dans ce qu'il investit seul de son côté dans son CELI et son REER. Son régime de retraite collectif est en ce moment à 200 000 $ et il est loin d'avoir 800 000 $ en actions pour compenser hors de son régime de retraite. Donc, il se dit finalement, je devrais juste cotiser en actions jusqu'à temps que ce que je fais de mon côté soit plus gros, en fait, représente 5 fois ou 4 fois plutôt l'argent que j'ai dans mon régime de retraite collectif. Ce qui, selon moi, n'arrivera jamais là, parce que le régime de retraite collectif va continuer de monter. Donc, pour avoir 4 fois plus, il faudrait vraiment que tu aies des rendements impressionnants d'un point de vue individuel. Donc, ma réponse, finalement, c'est quoi? J'ai dit, selon moi, ton raisonnement, c'est le bon. Je considère le régime de retraite collectif comme même plus sécuritaire que 20% d'obligations dans un profil d'investisseur. Donc, mon régime de retraite collectif à moi est plus 40-40-20 avec d'autres choses, là, mais je comprends sa réflexion de dire que vu que c'est de l'argent assuré dans prestations déterminées, que oui, ça peut compenser le 20% sécuritaire. Donc, si tu as un profil 80-20 et que selon ses calculs, il ne compense pas 4 fois plus que son régime de retraite collectif, en effet, je pense que dans son cas, il pourrait être 100% action dans ce qu'il investit de son côté de façon autonome. En gros, le message, c'est de considérer la répartition et la valeur de son régime de retraite dans sa répartition d'actifs. Même moi, je ne le faisais pas personnellement, mais ça ne change pas grand-chose parce que je suis déjà 100% action partout au personnel. Salut, moi c'est Xavier Courchaine, j'ai un baccalauréat en finance et je suis le fondateur de l'entreprise Zéro Frais de Gestion. Mon but avec Zéro Frais de Gestion, c'est de t'aider à congédier ton conseiller financier pour que tu arrêtes de payer ces gros frais de gestion. Donc ce que je t'offre, c'est des consultations privées pour apprendre à investir tes premiers dollars en bourse de façon autonome dans les fonds négociés en bourse. Ce que j'offre aussi, c'est le service de déclaration d'impôt des particuliers où je me spécialise avec les travailleurs autonomes et les investisseurs en bourse. Pour me contacter, seulement à utiliser la plateforme de ton choix dans les notes de l'épisode. Question numéro 4 provient de Joël. Donc, Joël, première question, c'est elle a dit, tu as mentionné rapidement dans un de tes premiers épisodes que ta fille avait commencé à investir dans un FNB. Comment tu fonctionnes si tu maximises tes propres CELI? Ma réponse à Joël, en ce moment, mon CELI n'est pas maximisé. Si c'est le cas un jour, je vais placer son argent dans un compte non enregistré et je vais assumer les frais associés au rendement pour pas qu'elle soit pénalisée. Je ne pense pas qu'avoir 10-20 000 non plus, donc ça ne devrait pas être si pire en termes de pénalité fiscale. La deuxième question de Joël, donc la deuxième sous-question de la question 4, pour revenir sur la question du membre de ta famille sur l'achat d'une voiture neuve cash. Donc ça, c'était dans un épisode des abonnés où mon cousin avait acheté une voiture cash en retirant des CELI. Ce qu'elle me pose comme question, Joël a dit, est-ce que tu crois que de prendre une balance hypothécaire aurait été une bonne solution au lieu de piger dans le CELI ou de payer du 7% d'intérêt? Donc, je vous mets en contexte pour ceux qui n'ont pas accès aux épisodes des abonnés. Dans cet épisode-là, mon cousin me demandait si il avait bien fait de retirer son CELI pour payer sa voiture cash au lieu de payer un prêt de voiture de 7%. Et on en est arrivé à la conclusion que c'était quand même une bonne idée de piger dans le CELI, même si les rendements potentiels sont peut-être plus élevés que 7%, parce que des produits à 7% garantis, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, de payer sa voiture cash au lieu de prendre un prêt à 7%, c'est comme s'il y avait un CPG, un produit sécuritaire, à 7% de rendement, ce qui est excellent. Là, la question de Joël, c'est de dire, est-ce qu'on devrait plutôt prendre une marge hypothécaire pour payer la voiture, puisque le taux peut peut-être être plus bas que 7%. Donc, ma réponse était que je pense que c'est pire que le prêt auto, parce qu'avec une hypothèque comme moi en ce moment à 4,99%, ma marge est à 7,8%. Donc, le scénario demeurait le même
que ce qui a été discuté dans l'épisode des abonnés, soit de prendre le CELI pour payer le taux ou bien de juste prendre le prêt à 7 % si tu crois que tes rendements peuvent être plus élevés que 7 %. Question numéro 5 et la dernière pour aujourd'hui, c'est Claude. Donc, Claude m'a écrit « Salut, monsieur le professeur, content de t'avoir découvert depuis une semaine. D'ailleurs, il me semble t'avoir entendu dire que de mettre 5 000 $ à la naissance d'un enfant lui garantirait une retraite. » Il dit qu'il a envie de faire un cadeau de 5 000 $ à son gars de 20 ans avec son peu de connaissances et réfléchit à un genre de FNB XEQT qui est 100% action ou VGRO qui est 80-20 ou tout autre FNB. La perspective est de 10 ans dans un CELI 10 NAT pour que son gars puisse s'acheter une maison potentiellement à 30 ans. Il dit sans te demander de conseils parce que je sais que tu n'as pas le droit d'en donner, je me demande ce que tu choisirais comme un ou plusieurs FNB pour ce projet-là qui est d'investir sur 10 ans pour son gars. Merci et continue à faire ton podcast, tu nous inspires. Ma réponse à Claude, salut Claude, oui, c'est Warren Buffett, je pense, qui disait que si on plaçait 5 000 $ à la naissance d'un enfant, il serait millionnaire à la retraite sans jamais rien avoir placé de sa vie. En fait, avec ma calculatrice des rendements composés, si on place 5 000 $ à la naissance d'un enfant, avec un rendement de 8 %, j'arrive à 860 000 $ et avec un rendement de 9 %, j'arrive à 1,6 million. Donc, il y a une grosse différence. Bref, le 5 000 $ devient pas mal plus gros que ce que tu places à la naissance. Là, dans ton cas, c'est difficile à répondre parce que si tu parles de l'achat d'une maison, c'est à court moyen terme et ça devrait être placé dans le CELIAP de ton gars. Donc, on n'est pas dans la même optique que l'exemple de Buffett de mettre ça sur 65 ans. C'est quand même une belle intention, mais ce n'est pas le même objectif. Si tu vises un horizon de 10 ans, un produit comme XEQT ou VGRO peuvent être intéressants, mais ça dépend de ton profil. Si c'était pour mon enfant et pour l'achat d'une maison dans 10 ans, je pencherais plus vers du VGRO qui est 80-20, mais ce n'est pas un conseil et il faudra revoir le portefeuille selon le contexte à chaque année. Il voudra peut-être une maison avant 30 ans. Je t'invite aussi à écouter l'épisode 116 qui a été publié il y a 2 semaines sur le podcast où on voyait la répartition justement du profil d'investisseur, on pourrait dire la répartition d'actifs plutôt, selon l'horizon de temps avant le décaissement des liquidités. Bref, là, c'est vraiment le genre de questions pièges que j'aime pas répondre parce qu'il y a tellement de variables qu'on ne connaît pas. Et moi, je ne vous connais pas non plus. Là. Bref, dans les 2 produits que tu suggères, je serais confortable avec les 2, mais je penche un peu plus vers VGRO, puis tu pourrais même aller vers du VBAL qui est 60-40, et bien sûr, sur tout autre FNB qui est équivalent à celui-ci qui vient de compétiteurs là, comme iShares, BlackRock, iShares, BlackRock, c'est ensemble, BMO, Horizon, etc. Je pense que le meilleur investissement ici, ce serait peut-être de dire à ton gars que tu veux lui donner 5 000 $ et qu'il s'assoie avec toi pour regarder les 2 produits ou les 3-4 produits et voir avec lequel, lui, il est le plus confortable. Donc, par exemple, comparer les rendements, rentrer les chiffres dans une calculatrice de rendement composée avec une durée de 10 ans. Comme ça, au-delà du 5 000 $, tu le mets en contact avec l'investissement et tu l'impliques dans la décision tout en lui montrant les exemples s'il ajoute 50 à 100 $ par mois en plus dans le montant. Donc, j'espère que ça te guide, même si c'est un peu flou comme réponse. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode pour les réponses des personnes auditrices, les réponses aux questions des personnes auditrices aujourd'hui. C'est la première fois, la deuxième fois que je le fais dans les épisodes réguliers. Donc, donnez-moi du feedback si vous aimez cette formule-là. C'est vraiment une formule, là, comme je fais avec les épisodes des abonnés, qui est sans montage. Donc, il y a peut-être plus d'erreurs de communication, là, c'est normal, c'est pas ma force, faire les podcasts. Je suis bien bon pour réfléchir et lire, mais parler comme ça, tout seul, dans mon sol, sans public devant moi, comme mes personnes étudiantes d'habitude, c'est pas la même dynamique. Donc, sans montage, j'espère que vous appréciez. Sinon, la semaine prochaine, on revient à la synthèse d'un livre, soit celui de Béatrice Bernard-Poulain, écrit en 2020, qui s'intitule « Ça coûte cher être un adulte ». Et ce jeudi, je vous présente 3 actions qui sont sur ma liste de surveillance, soit NetEase, NTES, et je suis investi dans NetEase. Je vous présente également Corcept Therapeutics, CORT, et Copart, CPRT. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.